Merci beaucoup, professeur Michetti. Merci à tous d'être présents ce soir. Quand on m'a proposé ce sujet, vivre avec une Mickey, quelles conséquences à long terme? En fait, c'est moi qui l'ai proposé. Je passerai globalement sur les maladies de Crohn et colite ulcéreuse. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui touchent le tube digestif, mais pas que. Et ça aussi, ce sont des maladies qui sont digestives, mais également systémiques. Et comme on bien l'a vu, l'épidémiologie augmente. Et surtout, la chose particulière, c'est que l'incidence, c'est-à-dire quand est-ce qu'on trouve les nouveaux cas, c'est entre 20 et 40 ans, c'est-à-dire des gens qui ont la vie devant eux. Et quand on va vivre, quand on a un diagnostic à 20 ans, quand on a un diagnostic à 17 ans, quand on a un diagnostic à 30 ans, eh ben, on a une espérance de vie qu'on va voir. Et on se pose quand même beaucoup de questions de comment est-ce qu'on va vivre plus tard par rapport à ces maladies-là. Même si on a une augmentation récente des cas, comme on dirait, tardifs, pas gériatriques bien sûr, à 60 ans et plus. Alors, ma présentation, la première chose auquel j'ai pensé, c'est attention à ce qu'on a tous, qui est une évolution de notre cerveau, qui est le biais des négativités. C'est-à-dire que dans une foule d'informations, notre cerveau va se concentrer sur l'information négative. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de survie, parce qu'il fallait absolument, dans la forêt ou dans la savane ou n'importe où, être capable de détecter le signal qui allait nous permettre de s'enfuir. Donc, je voudrais que vous regardiez toute ma présentation avec ce prérequis qu'on a un cerveau qui a un biais de négativité. Et donc, vivre avec une Mickey, quelles conséquences? Pas tout à fait. Vivre avec une Mickey, quelles complications? Et première chose, on va poser espérance de vie. Si j'ai une Mickey qui m'a été diagnostiquée, quelle est mon espérance de vie, en fait, tout simplement? Et là, on a des données de la littérature sur des milliers de patients, centaines de milliers, qu'on trouve qu'effectivement, on a une petite augmentation du risque de mortalité. On meurt un peu plus quand on a une Mickey que quand on n'en a pas. Surtout de cancer, on viendra un petit peu plus tard. Puis les autres maladies, les autres cancers, diabète, maladies respiratoires, on n'en a pas, plutôt pas. Et puis quand on regarde dans cette cohorte notamment, les gens qui mouraient, entre guillemets, ce risque relatif, on a vu parler beaucoup, un risque relatif, donc les barres qui sont de ce côté-là. Globalement, je résume en une image, c'est un vieux qui est malade depuis longtemps et qui fume. Donc vous me direz, un vieux malade qui fume, il meurt un peu plus. Bah voilà. Et quand on regarde les cohortes de la ibidinette, eh ben, finalement, l'âge moyen endossé était de 80 ans, donc pas vraiment différent de la population normale. Donc, globalement, si vous avez une Mickey, vous n'allez pas forcément mourir plus vite, sauf si vous êtes vieux, qui fumait, etc., etc. Autre question, comment va évoluer ma maladie? Voilà, on m'a diagnostiqué une colite ulcéreuse, machin, ça va évoluer comment? Ça va faire quoi? Première chose, ça va évoluer comment mes symptômes. Je suis malade au moment où on diagnostique, parce qu'on peut aller sur les gens qu'on diagnostique en préclinique, mais actuellement, on est plutôt malade, on a des symptômes. On a une très jolie étude des Scandinaves, là où il y a beaucoup de cas, où ils ont regardé au bout de 5 ans des patients qui ont été diagnostiqués un peu les symptômes. Déjà, première chose, comment sont les symptômes? Eh ben, on voit qu'à 5 ans, il y a plus de verre, c'est-à-dire pas de symptômes ou très peu de symptômes, donc on a 90% de chances d'avoir peu de symptômes. Donc déjà, c'est un message positif. On peut avoir à 5 ans une évolution favorable avec peu de symptômes. Donc ça, ce sont des patients suivis, diagnostiqués quand même. Donc ça veut probablement dire que les gastroentérologues ont quand même eu une petite intervention là-dedans. Est-ce que ma maladie peut changer de localisation? C'est-à-dire que on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn au niveau de l'iléon. Est-ce que ça peut aller ailleurs? Est-ce que ça va faire... voilà, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Oui, que ce soit dans la maladie de Crohn ou dans la colite ulcéreuse, globalement, entre un tiers et un quart, on va dire ça comme ça, de localisation change. Alors, change pas... C'est-à-dire arrête à un endroit et se met à un autre, mais plutôt, il y a une nouvelle localisation qui apparaît. Souvent, c'est plutôt ça. Sauf un petit peu moins de risque chez les patients qui ont des colites ulcéreuses, très limitées au rectum, où on a à 10 ans, etc. C'est des gens qui ont été suivis longtemps. Voilà, un petit peu plus d'un patient sur 10 qui a une augmentation de sa maladie, de la longueur de l'atteinte.
Changer de phénotype, c'est quoi un phénotype? C'est la façon dont se comporte votre maladie. Est-ce qu'elle est plutôt diarrhée? Est-ce qu'elle est plutôt douleur? Est-ce qu'elle est plutôt sténose, etc. Et on a ce concept qui a été développé par Mark Lehmann, qui est actuellement décédé, qui est celui de progression silencieuse de la maladie, surtout beaucoup dans la maladie de Crohn, avec ces phases poussée-rémission, poussée-rémission, poussée-rémission. Eh bien, entre ces phases de poussée, on se dit qu'il y a un facteur de destruction intestinale, c'est-à-dire que l'intestin souffre, même quand le patient ne souffre pas, entre guillemets. Ça, c'est pour des maladies non traitées, bien sûr, non prises en charge. Et le but de la prise en charge, c'est cette courbe avec cette destruction intestinale qui progresse au fil du temps. C'est qu'avec les médicaments, et on s'est démontré actuellement, cette courbe s'aplatit, en fait. Et la destruction intestinale qu'on ne voyait pas avant, puisque avant on se contentait juste de traiter les symptômes, on la réduit. Et c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au fil, dans la maladie de Crohn, on a beaucoup d'inflammation au début, peu de complications, et puis au fil du temps, ça c'est l'illustration de ce que je viens vous présenter là, c'est une augmentation de ces sténoses, c'est-à-dire des rétrécissements, et ces fistules, c'est-à-dire des abcès. Petite question, chirurgie. Quid de la chirurgie? Est-ce que c'est inévitable? Dans la colite ulcéreuse, la chirurgie, c'est la colectomie, enlever le côlon. Essentiellement, c'est quand les maladies sont résistantes, mais ça c'est de plus en plus rare parce qu'on a de plus en plus de médicaments. Un petit peu plus pour le cancer, et ça concerne à peu près 5 à 10% des patients à long terme. Il faut savoir que la plupart des données que je vous donne actuellement, données de long terme, ça veut dire qu'il faut que le patient ait été diagnostiqué et suivi pendant au moins 5, 6, 7, 10 ans, etc. Puis qu'on ait le temps de prendre toutes ces données-là, qu'on les travaille, qu'on vérifie qu'elles sont bonnes, etc. Donc ça nous rajoute 2, 3, 4 ans de travail. Donc on est toujours un peu en retard par rapport à l'état actuel des connaissances, l'état actuel des médicaments, l'état actuel, parce que les médicaments sont plus en plus efficaces, les prises en charge sont de plus en plus efficaces, donc l'impact des prises en charge actuelles sur le devenir sera, on ne pourra pas le dire avant quelques années encore, en fait. Mais on peut observer des tendances. On se dit, ah, là, on se rend compte qu'on a de moins en moins de telles complications, donc on espère que plus tard, on aura de moins en moins de complications. C'est qui est malheureusement contrebalancé par le fait que les cas augmentent, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on dit on veut pas, mais on en a plus, donc du coup, on continue à être toujours impliqué. Dans les maladies de Crohn, les résections sont plutôt limitées, parce que c'est une maladie qui peut toucher tout le tube digestif, et ça concerne quand même jusqu'à un quart des patients, à cause de cette augmentation également de la prévalence, mais quand même, ces taux semblent tous être en diminution au fil des ans. Est-ce que c'est quand même une catastrophe quand on se fait opérer? Parce qu'on a toujours cette idée que voilà, la chirurgie, machin, quelle catastrophe, je ne veux pas me faire opérer, et probablement avec raison, je ne veux pas aller chez le médecin non plus, hein, comme je ne veux pas aller chez le dentiste ou autre chose comme ça. Cohorte danoise, 2 patients qui ont eu une résection iléocécale, c'est-à-dire qu'on a enlevé un bout d'intestin de la maladie de Crohn qui était atteint, et on l'a comparé à un autre groupe de patients qui avait été traités. Et puis, on se rend compte que ceux qui ont été opérés, pour diverses raisons, hein, pas forcément parce qu'on a décidé de les opérer, ça c'est du rétrospectif, c'est-à-dire qu'on observe juste qu'ils ont été opérés, ils avaient à long terme, donc 15 ans de prise en charge, un tout petit peu moins de ce qu'on appelle les adverses, des choses qui se sont passées. On va dire ça comme un traitement, plein de tout petit peu moins. Et puis, on en a à peu près 50% de patients qui ont été opérés qui n'avaient pas de traitement 5 ans après. Ben, vous voyez, la courbe continue à descendre. C'est-à-dire c'est ceux qui ont rechuté quand même. Parce que le principal problème dans la maladie de Crohn opérée, c'est la rechute. Et dans la rechute, on reparle du tabac, on va reparler du tabac, on reparle du tabac, on reparle du tabac. Et ben, c'est l'un des facteurs de risque, c'est un facteur de risque modifiable, en fait, de l'évolution de la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. La façon dont sa maladie se comporte, son microbiote actuellement, etc. Le tabac, ça, c'est un facteur qu'on peut modifier. Et quand on a un travail très récent par rapport au tabac que j'ai trouvé très intéressant à dire, parce que les industriels qui sont très très forts pour mettre tas d'émulsifiants et machins, l'industrie du tabac a également trouvé quelque chose de très nouveau maintenant, qui sont les puffs et les cigarettes électroniques, etc. Et il y a un travail récent là-dessus.
est-ce que la cigarette électronique, la façon dont on fume, change un petit peu quelque chose sur la récidive post-opératoire, le fait de revenir, d'avoir une maladie qui revient? Eh ben non, ça ne change pas. C'est-à-dire fumer des cigarettes, fumer des cigarettes électroniques ou du tabac chauffé, ça multiplie par 2 le risque de faire une rechute post-opératoire par rapport à celui qui ne fume pas. Donc, pas de fumée et pas de vapotage, mais dans la limite raisonnable parce que c'est une addiction, que c'est difficile, etc., etc. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais c'est quand même un facteur de risque modifiable. Pour la rectocolite hémorragique, qui est la colectomie totale, est-ce que c'est également une catastrophe? Les résultats à long terme, c'est le principal risque est le fait d'avoir un sphincter qui marche moins bien, donc d'avoir de l'incontinence, donc c'est assez difficile à vivre. Mais notamment dans ce travail, il y avait une centaine de patients. Ils ont posé la question aux patients qui avaient eu cette opération un peu assez sévère, qui avaient quand même des incontinences, donc c'est impactant sur la qualité de vie. Par rapport à avant, votre qualité de vie, par rapport à avant la chirurgie, était-elle meilleure, moins bonne ou pareille? Et on a une grande prédominance de meilleure. Donc, même avec des chirurgies importantes, nécessaires, qui ont des complications et des effets secondaires, les patients se déclarent quand même satisfaits et mieux qu'avant. Petite pause sur les manifestations extra-intestinales. Donc, comme je vous ai dit, c'est une maladie systémique. À nouveau, des données de la IBDNet, qui est que malheureusement, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. C'est-à-dire que les patients qui ont des maladies inflammatoires, ils ont une prévalence des maladies extra-intestinales, des manifestations hors de l'intestin, surtout les articulations, l'œil, la peau. Ça touche presque plus d'un patient sur 4 au minimum. C'est cumulatif, c'est-à-dire quand on en a une, on a le risque un peu plus élevé d'en avoir d'autres. Par contre, c'est souvent une évolution favorable avec le contrôle de la maladie. Petit point sur une manifestation qui est particulière, qui embête beaucoup les patients, mais qui embête aussi beaucoup les docteurs, parce que c'est la fatigue. Ils sont fatigués, les patients sont fatigués en poussée, les patients sont fatigués en rémission, et puis on ne sait pas très bien quoi faire, en fait. Parce que c'est multifactoriel. C'est le mot que vous allez entendre tout le temps ici, c'est multifactoriel, tout est multifactoriel, tout est parce que nous ne sommes pas des organes isolés, nous ne sommes pas des gens isolés d'un environnement, nous ne vivons pas tous dans notre petite bulle comme ça. On travaille, on vit, on a des amis ou on n'en a pas, on a un copain ou on n'en a pas, on s'est fait larguer ou pas, on a un travail stressant ou pas, on a des problèmes financiers, enfin bref, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la fatigue et notamment dans ce travail hyper intéressant, pareil des Scandinaves, Norvégiens, je pense. Ils avaient pris ces patients fatigués, qui étaient en rémission, ils n'avaient pas de maladie active, hein, si on met de côté la maladie active, ils leur ont fait un programme de coaching, on va dire, qu'on dit maintenant holistique, c'est-à-dire le sommeil, le stress, etc., et versus juste des recommandations. Et en fait, quand on prend en charge il y avait un coach spécialisé qui appelait les patients, etc., qui essayait d'améliorer un peu tous ces facteurs-là, ils ont quand même une amélioration de la fatigue. Donc, ça valide ce côté multifactoriel, ce côté il faut prendre en charge, pas que le faire, pas que il faut le sommeil, le stress, l'activité physique, etc. Tout ça a un impact. Et quand on parle activité physique, pareil, je vais vous mettre juste quelques petites choses qui m'ont interpellée, que j'ai trouvé assez intéressantes. C'est il faut faire du sport. Ok, oui, faites du sport, etc. Mais qu'est-ce que je fais comme sport? Et pareil, il y avait un truc assez intéressant à la DDW de cette année qui a comparé, alors c'est des Indiens, le yoga contre la marche rapide, faire un peu selon les recommandations OMS. Et en fait, c'est le yoga qui gagne. Voilà, alors le yoga indien, alors est-ce que c'est une approche plus holistique du yoga que fitness et slash pilates qui est fait ici? Est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, petite idée, mais tout marche bien, les paramètres sur le bien-être physique, bien-être psychologique, le stress et l'anxiété, ça marche aussi hein, de l'autre côté. Donc, bougez comme vous voulez, hein, mais en tout cas, bougez, mais ça marche bien. Changer son alimentation, je passe parce qu'on en a parlé. Petite chose dans les devenir à long terme, attention aux carences nutritionnelles, c'est extrêmement varié parce qu'un tube digestif, ça absorbe des nutriments, mais en fonction des régions, ce n'est pas les mêmes, en fonction de l'inflammation, ce n'est pas les mêmes. Le fait d'inflammation, ça augmente les besoins du corps.
Le fait de saigner, d'avoir de la diarrhée, ça augmente les pertes. Donc, il y a des carences nutritionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un suivi régulier pour certains micronutriments qui sont dosés. Et donc, les carences les plus fréquentes sont notamment le fer, la vitamine B9, B12 et la vitamine D. Donc, attention aussi au régime restrictif parce que notre principal apport en micronutriments, c'est l'alimentation. Donc, faites attention aux risques nutritifs. Petit mot sur l'ostéoporose, dans la ligne de ces carences nutritionnelles, donc on part vraiment sur le biais négatif, complications, 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 biais négatif. Ce n'est pas que des complications, mais ça fait partie des choses qu'il faut surveiller, monitorer, comme on a dit. Il y a une altération, ça touche presque un patient sur 5 dans les cohortes, dans la cohorte suisse, la baisse de la densité minérale osseuse. Et puis, ça se dépiste, en fait, simplement. Plutôt à l'âge de 40 ans, des fois, en fonction de certains cas, plus tôt, en fonction de l'atteinte, est-ce qu'on est plutôt maigre, on a peu d'activité physique, etc. On peut dépister plus tôt. On ne peut pas parler de complications à long terme en maladie inflammatoire sans parler du cancer. Alors, les cancers sur les patients Mickey, il y a deux grands types, c'est-à-dire ceux qui sont médiés par l'inflammation chronique avec toute une liste de cancers. Regardez pas tout à fait ça. Et puis, une deuxième type de cancer, entre guillemets, qui sont liés au fait qu'on modifie l'immunité, parce que notre immunité, elle est aussi là pour lutter contre les mauvaises cellules qui sont en train de se transformer. Et donc, le fait de modifier l'immunité peut modifier notre propre immunité vis-à-vis de ces mauvaises cellules et vis-à-vis du cancer. Ça, c'était surtout valable avec les anciennes molécules. Beaucoup moins avec les nouvelles thérapies. Et donc, notamment le cancer du côlon qui est lié avec cette inflammation chronique qu'on a multiples vues ce soir. Et ces inflammations chroniques, altération de la cellule, les cellules se réparent. Et à chaque fois qu'elles se réparent, elles peuvent faire des erreurs. Voilà, quand on copie l'ADN, on fait des erreurs. Et puis ces erreurs qui sont répétées, parce que le corps essaye de se renouveler par rapport à l'agression, et au bout de 5, 10, 15 ans, etc., à force de faire répéter des erreurs, ça donne des cellules qui deviennent un peu malignes et qui donnent des cancers. Et avant le cancer, il y a ce qu'on appelle la dysplasie. Et c'est ce qu'on dépiste quand on fait des coloscopies. C'est ce stade avant le cancer qui est la dysplasie. Et il y a des facteurs de risque également. C'est plus prévalent dans le côlon. Quand on a une maladie ancienne, parce qu'il faut que le temps que ça s'accumule, etc., on ne va pas développer un cancer rapidement comme ça, et certaines maladies associées. Puis finalement, quand on regarde aussi cette cohorte suisse, on est peut-être un petit peu plus rassuré quand même, parce que certes, on a des taux qui sont un peu élevés. Vous voyez, quand ça passe la barre comme ça, quand c'est sur la barre, on va dire que c'est plutôt peu significatif. Donc certes, on a cette augmentation du risque un peu global de cancer, mais c'est pas non plus absolument je vais mourir d'un cancer, etc. C'est pas des augmentations si importantes que ça. Et donc, la clé, c'est dépister, avoir un suivi régulier. Le dépistage va être individualisé parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même durée d'évolution de la maladie, on n'a pas tous les mêmes autres facteurs de risque, etc., etc. Est-ce que dans notre famille, il y a quelqu'un qui a un cancer? Donc, faire un dépistage. Tous les dépistages qui sont recommandés, on voit son dermatologue, on voit son gynécologue, on voit son gastroentérologue, etc., de manière régulière, quoi. Petit point sur les médicaments. Est-ce que je vais être obligée de prendre ces trucs toute ma vie? Première question. Ça, c'est toujours la question. Quand est-ce que j'arrête? Je ne sais pas. Ça, c'est une des multiples études qui a été faite, surtout sur les anti-TNF-alpha, parce qu'on a beaucoup plus de données sur les anti-TNF-alpha, un peu sur l'ethiopurine. Les nouvelles molécules, un peu moins. Pourquoi on a un peu moins de données sur les nouvelles molécules? Parce qu'on a appris de nos erreurs des anti-TNF-alpha, c'est-à-dire des patients qui étaient très bien, qui ne disaient plus de symptômes, ils avaient pris leur traitement et tout ça, ils étaient bien en rémission, on arrête. Et il se passe qu'on a 20% de rechute à 1 an, 45% de rechute à 3 ans, les patients rechutent en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a moins de données avec les nouvelles molécules, parce qu'on se dit qu'on va peut-être plus arrêter et puis pas faire des rechutes en fait. Un autre petit point très rapide, l'impact économique. Ça, on est des citoyens, on est des malades, des praticiens, etc. Mais on est aussi également des citoyens. On paye nos assurances qui ne font qu'augmenter année après année. Et donc, les coûts globaux de la santé augmentent. Vous avez vu les courbes des maladies inflammatoires, ça va continuer à augmenter.
essentiellement drivé. Avant, c'était beaucoup sur les hospitalisations, les chirurgies, etc. Maintenant, c'est le coût des médicaments qui fait aussi également augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils sont efficaces aussi. Hein. C'est pas que parce qu'on veut donner beaucoup d'argent, c'est parce que les médicaments fonctionnent, permettent de changer. Et j'aimerais qu'on contrebalance ça en disant les malades coûtent cher, mais quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, qui peut faire ses études, qui peut travailler, puis qui peut contribuer à la société, c'est tout aussi important. Donc, ce n'est pas qu'une question de coût, il faut contrebalancer ça avec autre chose, avec le fait que ce sont des patients qui continuent leur vie et sont des citoyens actifs. Petit mot sur la qualité de vie. Et pareil, c'est toujours ces Scandinaves hein, qui ont fait cette très jolie étude qui n'est pas tout à fait récente, mais qui est vraiment intéressante, qui ont pris des patients qui avaient été suivis pendant 20 ans. Et à 20 ans, ils leur ont fait passer un questionnaire sur leur qualité de vie avec leur maladie inflammatoire de l'intestin. Je vous mets les conclusions rapidement. Unaffected, c'est-à-dire à 20 ans, ils disent que leur qualité de vie, comparée à des populations non malades, enfin ce qu'on appelle des témoins, une cohorte de témoins sains, unaffected. Sauf peut-être si, pour les femmes, 20 ans plus tard, est-ce que c'est la charge mentale et ceux qui sont malades et qui ne travaillent pas. Voilà, donc c'est tout ce que vous pouvez dire, mais 20 ans plus tard, on peut dire que des patients qui ont été suivis, hein, parce que s'ils sont en train de remplir un questionnaire face à un docteur, c'est qu'ils voient le docteur, ont une qualité de vie qui est relativement, c'est des études de population, c'est pas individuel, mais globalement, on peut se dire, avec une bonne prise en charge, on peut avoir une qualité de vie pareille. Et aussi simplement une qualité de vie avec quelques personnages qui sont atteints de maladies inflammatoires. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Alors lui, c'est un peu plus ancien, c'est Eisenhower, le président Eisenhower. Lui, j'ai fait de la politique. C'est Shinzo Abe, c'est l'ancien Premier ministre japonais qui est atteint de colite ulcéreuse. Donc il a quand même fait une petite carrière. Et on a des chanteurs, et notamment le chanteur des Imagine Dragons, pour ceux qui connaissent, qui prouve qu'on peut avoir une colite ulcéreuse, être chanteur à succès et un physique extrêmement intéressant. Et je voudrais juste terminer ma présentation. Alors, hop, je ne sais pas comment on passe. Vas-y. Par juste une petite vidéo, parce que je suis nulle en take-home message. Et moi, j'aime bien les illustrations et les vidéos sur un patient qui a fait une intervention qui m'a beaucoup parlé. Et puis, donc, je vais juste vous laisser avec cette vidéo si ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon là, il se passe quelque chose de grave, et ça va peut-être temps d'aller consulter. Voilà. Donc c'était Pierre-Louis Alveg qui était navigateur et qui a fait la transatlantique Jacques Vabre.
avec une association qui s'appelle Vogue avec un Crohn. Et voilà, je trouvais ça intéressant parce que j'ai assisté à une de ces interventions et c'était extrêmement inspirant. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop en retard, je suis désolée. Merci beaucoup. On prend une dernière ultime question avant d'aller se restaurer. Non? Ici, monsieur. Excusez-moi, la question la plus stupide qu'on puisse être, et je n'ai pas entendu la réponse. Est-ce qu'on peut donner une définition à la maladie de Crohn? C'est quoi? Tu veux dérisquer? En fait, ça date de l'époque où les médecins qui trouvaient une maladie donnaient leur nom. Donc, c'est pour ça, c'est la maladie de Crohn, etc. Et la rhitocolite ulcéro-hémorragique, c'est parce qu'on a vu que ça touchait le côlon, et ça donnait des ulcères, et ça faisait saigner. Donc, colite ulcéreuse, côlon, ulcère. Et puis, sauf que ça a été découvert par... c'était quoi son prénom? Je ne sais plus. Beryl, voilà, c'est ça, Beryl Crohn. Et donc, ça s'appelle, il a découvert cette maladie inflammatoire. Alors, c'est pas tout à fait que c'était inflammatoire. Cette maladie qui donnait cette diarrhée, qui touchait le tube digestif, etc. Et il a donné son nom à cette maladie, quoi. Donc, lui, Crohn, il l'avait appelé l'entérite régionale, parce qu'il avait réalisé que c'était une maladie inflammatoire de l'intestin, qui faisait une entérite, qui était régionale, qui touchait qu'un segment du tube digestif en général, mais ça peut être n'importe où dans le tube digestif. C'est vraiment une inflammation locale du tube digestif, mais qui, comme vous avez vu au fil de la soirée, peut avoir des conséquences assez importantes. On peut continuer cette discussion autour d'un verre, mais je crois qu'on va surtout remercier tous les orateurs d'aujourd'hui. Et puis, remercier Coralie Silva et l'organisation Chronicolite. Je crois qu'ils font un travail formidable et de participer à la diffusion d'informations, à pouvoir offrir aux patients, de pouvoir entendre des autres témoignages et entendre qu'est-ce qui se passe sur ces maladies qui, effectivement, les occupent toute leur vie, parce que pour le moment, on n'a pas la cure. Je crois que c'est très important ce que vous faites. Merci beaucoup.